Aujourd'hui, on va parler d'un livre, probablement le livre sur l'argent le plus vendu de l'histoire. 40 millions d'exemplaires dans une centaine de pays. Père riche, père pauvre. Il est peut-être sur votre étagère, quelqu'un vous l'a offert, ou vous l'a recommandé avec cette insistance particulière qu'ont les gens qui viennent de le finir. C'est un sujet dont tout le monde parle, mais toujours dans les mêmes termes. Est-ce que les conseils sont bons ou mauvais ? Est-ce que votre maison est vraiment un passif ? Est-ce que la dette est vraiment votre ami ? Les uns disent que ça a changé leur vie, les autres que c'est du vent. Et le débat tourne en rond depuis 25 ans. Or, le vrai problème n'est pas là. La bonne question n'est pas « est-ce que les conseils de ce livre sont bons ?» La bonne question c'est « à quoi ce livre servait-il vraiment ?» Parce qu'il y a une réponse. Elle est écrite dans des documents de justice, et elle porte un chiffre. Et quand vous aurez ce chiffre, vous ne relirez plus jamais la première page de la même façon. Voilà la thèse, sans détour. Ce livre ne vend pas de l'éducation financière, il vend la sensation d'éducation financière. Ce n'est pas la même chose, et ce n'est même pas neutre. La sensation vous rend objectivement plus vulnérable qu'avant de l'avoir lu. Pensez à l'alcool et au froid. Vous buvez 2 verres dehors, en hiver, et une chaleur monte. Réelle, physique, vous la sentez dans les joues, dans les mains. Et pourtant, ce qui se passe dans votre corps est exactement l'inverse. L'alcool dilate les vaisseaux à la surface de la peau. Votre sang chaud vient au contact du froid, et votre température interne chute plus vite. Des gens sont morts d'hypothermie en étant persuadés d'avoir chaud. Certains ont retiré leur manteau. C'est ça le mécanisme. Le danger n'est pas d'avoir froid. Celui qui a froid met un manteau. Le danger, c'est de se sentir au chaud pendant qu'on se refroidit, parce qu'alors on enlève les protections. Un homme qui sait qu'il ne comprend rien à la finance est prudent. Il n'investit pas dans ce qu'il ne comprend pas. Il ne signe pas de crédit exotique. Il demande conseil. Il a froid, donc il garde son manteau. Le même homme, après avoir lu 200 pages qui lui ont donné le sentiment d'avoir enfin percé le secret des riches, se sent au chaud. Il se croit du bon côté. Il devient exactement le client rêvé pour tout ce qui va suivre. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce n'est pas un accident du livre, c'est sa fonction. Février 2003. Le magazine américain Smart Money interviewe Robert Kiyosaki, l'auteur. Le livre est un phénomène mondial depuis 6 ans, et le journaliste lui pose la question la plus simple du monde. Ce père riche, ce mentor qui lui a tout appris, ce millionnaire de Hawaï, il a existé ? Et la réponse est restée. Harry Potter est-il réel ? Pourquoi ne pas laisser Rich Dad être un mythe comme Harry Potter ? Prenez 3 secondes sur cette phrase. Ce n'est pas un dérapage, ce n'est pas une punchline. C'est une réponse à une question factuelle. Et il faut savoir ce que le livre affirme, lui, dans ses propres pages, qu'il s'agit d'une histoire vraie, celle des 2 pères de l'auteur. Il n'a jamais été vendu comme un roman. Il était au rayon documents, et il est resté des années sur la liste des meilleures ventes du New York Times, en non-fiction. Un mythe assumé, c'est une fable. Un mythe rangé au rayon histoire vraie, ce n'est plus une fable, c'est une preuve. Et des millions de gens ont pris des décisions réelles sur la foi de cette preuve-là. L'air de rien, cette phrase contient tout. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi. Prenons un cas concret. Imaginez que vous ayez 24 ans. Vous n'êtes pas idiot, vous travaillez, vous n'êtes pas riche, et vous avez cette impression désagréable et sourde qu'il vous manque une information que les autres ont. Un collègue vous prête le livre. Vous le lisez en 2 soirées. Et c'est électrique, vraiment. Tout ce qui vous semblait confus devient limpide. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. L'école ne vous apprend rien sur l'argent. Le salaire est un piège. Chaque page vous fait hocher la tête. Vous avez, physiquement, la sensation de vous réveiller. Les jours suivants, vous n'êtes plus tout à fait le même. Vous regardez votre fiche de paie autrement. Vous employez des mots nouveaux, actifs, passifs, flux de trésorerie. Et vous sentez qu'ils vous grandissent quand vous les prononcez. À un dîner de famille, vous vous entendez expliquer que la maison de vos parents n'est pas un actif. Il y a un petit silence. Vous ne le savez pas encore, mais c'est le meilleur moment de toute l'histoire. Parce que voilà ce qui ne se passe pas. Rien. Vous ne faites rien.
Pas parce que vous êtes paresseux, parce que le livre ne vous a donné aucune instruction. Vous savez qu'il faut acheter des actifs. Vous ne savez pas lesquels, ni où, ni avec quel argent, ni comment. Il y a un vide exactement là où devrait être la marche à suivre. Et ce vide vous démange. Alors quand vous voyez la publicité, un séminaire gratuit, près de chez vous, associé au livre, évidemment que vous y allez. C'est gratuit. Qu'est-ce que vous risquez? Salle de conférence d'un hôtel, moquette, chaises alignées, café tiède. Beaucoup de monde, et des gens comme vous. Pas des imbéciles, des gens qui veulent s'en sortir. L'ambiance est bonne, l'orateur est excellent. Il raconte des coups immobiliers spectaculaires. Il rit, il vous tutoie presque. Et pendant 3 heures, il ne vous apprend rien. Mais il vous répète que ce que vous cherchez existe, que c'est concret, et que ça se trouve dans la formation de 3 jours. 500 €. Après tout ce que ce livre vous a apporté, vous payez. Les 3 jours sont plus intenses. Et le 3e après-midi, on vous parle du vrai niveau, le programme avancé. 12 000 €. Certains modules montent à 45 000. Vous accusez le coup, vous n'avez pas ça. Vous le dites, presque soulagé d'avoir une raison de dire non. Et c'est là que la chose se produit. On vous explique, calmement, avec bienveillance même, que c'est précisément votre mentalité de pauvre qui parle, que les riches n'utilisent jamais leur propre argent, qu'il faut de l'argent des autres. Et on vous donne une pause, une vraie pause, dans le couloir, avec votre téléphone, pour appeler votre banque et faire augmenter le plafond de votre carte de crédit. Certains participants sont repartis avec un script écrit, expliquant quoi dire aux conseillers. On leur a suggéré de viser 100 000. Vous êtes dans ce couloir, votre téléphone à l'oreille, et vous êtes en train d'emprunter de l'argent pour acheter une formation qui va vous apprendre à emprunter de l'argent. Vous rentrez dans la salle. On demande à la cantonade qui a obtenu combien. Des gens annoncent leur nouveau plafond. On applaudit. Vous applaudissez aussi. 6 mois plus tard, le classeur de la formation est sur une étagère. Vous l'avez ouvert 2 fois. Le prélèvement, lui, arrive tous les mois. Et le pire n'est pas là. Le pire, c'est que vous n'en avez parlé à personne. Ni à vos parents, ni à vos amis. Surtout pas à celui qui vous a prêté le livre. À ce moment précis, seul devant se relever, qu'est-ce que vous éprouvez? Maintenant, on laisse tomber l'argent. Parce qu'il y a de la honte dans cette histoire. Et la honte empêche de réfléchir. Alors prenons quelque chose de banal. Le trajet jusqu'à chez votre grand-mère. Vous l'avez fait 200 fois. 200. Sur la banquette arrière, puis à la place du passager. Vous connaissez ce trajet par cœur. Le rond-point avec la statue moche, la station-service, le virage où ça sent le fumier. Si on vous demandait, vous répondriez sans hésiter que vous connaissez la route. Et puis un jour, vous devez y aller seul. Vous prenez le volant. Et au 3e rond-point, plus rien. Le vide total. Vous n'avez aucune idée de la sortie à prendre. Vous vous garez, un peu humilié, et vous sortez le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne connaissiez pas la route. Vous saviez la reconnaître. Ce n'est pas la même opération mentale. Tant que quelqu'un d'autre conduisait, tout vous paraissait familier, et votre cerveau a classé cette familiarité comme de la connaissance. C'est gratuit, c'est agréable, et c'est faux. Maintenant, revenons-en au livre. Quand vous lisez « Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs », que se passe-t-il? Une sensation de reconnaissance. Mais oui, évidemment, c'est tellement vrai. Et votre cerveau enregistre cette sensation comme un savoir acquis. Alors testons, là, tout de suite. Citez-moi 3 actifs précis que vous pouvez acheter lundi matin avec 300 €. Leur nom exact, les frais, la fiscalité, le risque de perte, ce qu'il faut faire concrètement, dans quel ordre. Vous ne pouvez pas. Et ce n'est pas votre faute. Le livre ne le dit nulle part, pas une fois. 200 pages sur l'importance d'acheter des actifs et pas une page qui explique comment. C'est le passager qui reconnaît le rond-point et qui n'a jamais tenu le volant. Ce vide n'est pas une négligence, c'est le produit. Parce que voilà le chiffre que je vous annonçais au début, et il ne vient pas d'un blog, il vient d'un procès. Un partenaire historique de Kiyosaki,
le Learning Annex, l'a attaqué en justice pour des sommes impayées. Et les documents versés au dossier décrivent le modèle économique. Des séminaires gratuits, suivis de formations payantes. Ce système a généré environ 438 millions de dollars de ventes, dont près de 45 millions reversés à la société de Kiyosaki. Regardez bien ces deux nombres. L'argent n'était pas dans l'immobilier. Il n'était pas dans les actifs. Il était dans la salle. Il a toujours été dans la salle. Le livre n'a jamais été le produit. Le livre était de la publicité. Et un vide de 200 pages, à l'endroit exact de la marche à suivre, c'est un vide qui se vend très cher. À ce moment-là, vous allez me dire « Attendez, ce livre m'a réveillé. Sans lui, je ne me serais jamais intéressé à l'argent de ma vie. Vous n'allez pas cracher dessus. » Non. Et c'est vrai, sincèrement. Le réveil est réel. Beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à leurs finances grâce à ce livre, et c'est une bonne chose. Mais personne ne dort à l'intérieur de son réveil matin. Le problème n'est pas le réveil, c'est de l'avoir pris pour la destination. Et le contenu réellement utile du livre, un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire, tient en une phrase. Vous venez de l'avoir gratuitement. Vous n'aviez pas besoin de la mythologie autour, et vous n'aviez surtout pas besoin de ce qui se vendait derrière. Et puis il y a l'autre objection, la vraie. C'est facile de critiquer. Il a vendu 40 millions de livres, il est riche, vous non, vous êtes juste jaloux. Je ne réponds pas à ça par la morale, je réponds par le réel, et le réel est assez brutal. Vendre 40 millions d'exemplaires prouve une seule chose, que le livre est un produit exceptionnel. Ça ne prouve strictement rien sur l'efficacité de la méthode. Un livre peut être un chef-d'œuvre de marketing et un désastre pédagogique. Les deux qualités n'ont aucun rapport. Et voici le fait vérifiable, celui qui referme le débat. Des journalistes ont cherché, pendant des années, la fortune que Kiyosaki aurait bâtie avant 1997. Personne n'a jamais réussi à la documenter. La richesse est arrivée après le livre et par le livre. Ce qui signifie que la méthode qui l'a rendu riche s'appelle « écrire un best-seller mondial sur la richesse ». Une méthode qui, par construction, ne peut être reproduite par aucun de ses lecteurs. Un mot d'honnêteté, parce que je ne veux pas de raccourci. Les séminaires n'étaient pas organisés par lui. Il avait concédé son nom sous licence à une société tierce et il a déclaré publiquement être mécontent des plaintes visant ses pratiques. C'est vrai, et il faut le dire. Mais son nom était sur la porte de la salle. C'est ce nom qui a fait entrer les gens. Et puisqu'on en est au mot d'honnêteté, en voilà un qui me concerne. Il y a un lien audible en description, et c'est un lien affilié. Si vous passez par là, je touche quelque chose. Ça ne change pas un centime pour vous, mais vous méritez de le savoir avant de cliquer, pas après. Ce que ça vous donne, 30 jours d'essai gratuit. Ensuite, c'est un abonnement mensuel, donc mettez-vous un rappel maintenant si vous savez que vous n'écouterez pas. Moi, je l'utilise vraiment, en marchant, en conduisant, en faisant la vaisselle. Voilà. Mon nom est sur la porte de cette vidéo, autant que vous sachiez ce qu'il y a derrière. On reprend. Jusqu'ici, on a parlé d'argent perdu. Mais ce livre a coûté autre chose à ses lecteurs. Quelque chose de moins chiffrable et de bien plus durable. Et pour le voir, il faut regarder le personnage dont personne ne parle. Pas le père riche, le père pauvre. Repensez à un dîner de famille quand vous aviez entre 18 et 25 ans. Votre père, ou votre mère, ou un oncle explique quelque chose. Son travail, son épargne, pourquoi il n'a pas pris un tel risque. Et vous, à table, vous sentez monter une petite chaleur particulière. Ce n'est pas de la colère, c'est de la condescendance. Une pitié tiède, très confortable, avec une phrase derrière moi, « Je ne vivrai pas comme ça ». Tout le monde a eu ce moment. C'est presque un passage obligé, et normalement ça se dissout. On grandit, on découvre ce que ça coûte de tenir une vie debout pendant 30 ans, et on finit par comprendre. Sauf que ce livre a fait une chose très particulière. Il a pris ce mépris passager et il lui a donné un cadre théorique, un vocabulaire et un nom. Le père pauvre. Et maintenant, le fait. Le père pauvre du livre, c'est le vrai père de l'auteur. Un homme qui a fait un doctorat et qui a dirigé le département de l'éducation de l'État de Hawaï. Ce n'est pas un raté. Ce n'est pas un homme qui a échoué.
C'est un haut fonctionnaire diplômé qui a élevé ses enfants et fait tourner un système scolaire entier. Son crime, dans le livre, avoir eu un salaire. Voilà ce qui a été vendu à 40 millions de personnes, dont beaucoup avaient 20 ans. Une grille de lecture qui range l'humanité en 2 catégories et qui place d'office dans la mauvaise à peu près tout le monde autour de vous. Vos parents, vos professeurs, vos collègues, votre conjoint s'il aime la sécurité. Et il faut voir à quel point c'est efficace, parce que c'est instantané. Devenir riche demande des années. Se sentir supérieur à ceux qui ne le sont pas demande 2 soirées de lecture. Le livre ne vous a pas rendu riche, mais il vous a donné, tout de suite, la seule chose que vous cherchiez vraiment sans oser le dire. Le sentiment de ne plus être du côté des perdants. Vous connaissez le résultat, vous l'avez croisé. Cette personne qui revient d'un séminaire et qui ne vous parle plus pareil. Qui explique que les gens ont une mentalité de pauvre, qui a une théorie sur tout et un compte en banque inchangé. Elle n'est pas devenue riche, elle est devenue insupportable, et elle est seule. Et voici où le couteau tourne, alors autant le dire franchement. Ce mépris, vous ne l'avez pas seulement dirigé vers votre père. Le père pauvre, dans ce système, ce n'est pas un homme, c'est une définition. C'est quiconque a un salaire, un emprunt, une prudence, une vie normale. Autrement dit, dans 10 ans, c'est vous. La personne que ce livre vous a réellement appris à mépriser, ce n'est pas votre père. C'est le vous d'aujourd'hui, avec votre travail et vos factures. Et il vous a laissé un mépris de vous-même à durée illimitée, pour lequel il n'a jamais eu la moindre solution à vendre, sauf une, à 12 000 €. Revenons à cette interview de 2003, et prenons-la lentement, parce qu'elle mérite d'être entendue en entier. Un journaliste est en face d'un auteur. Le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il est classé en non-fiction. Il s'ouvre en affirmant que c'est l'histoire vraie de 2 pères. Et la question posée est la plus élémentaire du journalisme. Cet homme, ce mentor, ce père riche, donnez-nous son nom. La réponse a été « Et Harry Potter, il est réel ?» Laissez donc Rich Dad être un mythe. Ensuite, il faut suivre les années. Le père riche est mort. Puis, il est invalide. Puis, c'est sa famille qui souhaite ne pas être identifiée. Puis, ce n'est plus une personne du tout, mais un personnage composite, assemblé à partir de plusieurs mentors. Et enfin, en 2016, presque 20 ans après la publication, un nom apparaît. Richard Kimi, un homme d'affaires de Hawaï. Peut-être, c'est possible. Mais regardez le trajet. 20 ans et 5 versions pour répondre à qui était cet homme. Un mythe, ce n'est pas grave. Les mythes sont utiles, ils nous font grandir. Un mythe rangé au rayon histoire vraie, c'est autre chose. Ce n'est plus un récit, c'est un témoignage. Et sur un témoignage, on prend des décisions. On quitte un emploi. On signe un crédit. On appelle sa banque depuis le couloir d'un hôtel. Alors, une phrase pour tout retenir. Ce livre ne vous a jamais vendu une méthode. Il vous a vendu la sensation d'en avoir une. Et il a placé, exactement là où la méthode aurait dû se trouver, la porte d'une salle de séminaire. Et ce soir, ne rachetez rien. Ne cherchez pas un autre livre. Gardez la seule phrase de celui-là qui est vraie et vérifiable. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif en retire. Prenez votre dernier relevé bancaire. Une seule ligne. Classez-la. Ça prend 30 secondes. C'est gratuit. Et c'est absolument tout ce qu'il y avait à prendre dans 40 millions d'exemplaires.